Bonjour à tous. On vient d'ouvrir le webinaire avec 2 minutes de retard et je vois que les chiffres montent avec déjà 120 participants qui sont en train de se connecter et un chiffre record pour cette 30e édition des webinaires recherche paramédicale du GIRSI puisqu'il y avait 300 inscrits. Donc on a le plaisir de vous voir fidèles au poste et à ces rendez-vous avec aujourd'hui une thématique qui a l'air ben, d'exprimer un besoin certain puisqu'il s'agit lecture critique d'articles, mais pour une fois avec un focus sur une étude qualitative, ce qui intéresse particulièrement la recherche en soins et en soins infirmiers en particulier. Donc, comme d'habitude pour ces webinaires, d'un point de vue logistique, vos micros sont fermés, mais vous pouvez intervenir via le chat ou l'onglet questions pour poser vos questions. Et Jean Toniolo et moi-même, lors des moments de pause, nous rassemblons les questions et posons directement les questions à Pascal Belloni ou Valérie Berger qui se feront un plaisir de vous répondre. Je laisse maintenant la parole à Jean pour la présentation. Bon webinaire. Bonjour à tous. Donc du coup, comme Sophie le disait, on a la grande chance d'accueillir aujourd'hui deux figures nationales des sciences infirmières. Donc Dr Pascal Belloni, qui est infirmière cadre supérieur de santé, coordinatrice de la recherche en soins au CHU de Limoges. Elle est maître de conférences associée en sciences infirmières à l'Université de Limoges. Et son homonyme, son pendant plutôt bordelais, professeur Valérie Berger, coordinatrice infirmière cadre supérieure de santé, coordinatrice de la recherche en soins aussi, mais sur le CHU de Bordeaux, et professeur associé en sciences infirmières. Donc elles ont toutes les deux leur habilitation à diriger des recherches, ce qui n'est pas rien pour les infirmières, vu qu'il y en a moins d'une dizaine en France. Mais je les laisserai corriger si j'ai oublié quoi que ce soit, et je vais leur passer la parole tout de suite. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Donc avec Valérie, on va essayer de vous amener dans cette lecture critique d'articles aujourd'hui. Donc on a organisé les choses de cette façon-là. Dans un premier temps, on va faire un apport théorique sur la lecture critique d'articles. On va reprendre certains éléments et ensuite, dans un second temps, on va faire l'application pratique. Donc on va voir qu'est-ce qu'une revue scientifique, la notion d'impact factor, pourquoi on lit des articles, qu'est-ce qu'il est important de repérer dans ces articles. On va parler rapidement du lien entre articles scientifiques et soins fondés sur les preuves. On va présenter les principes généraux de la lecture critique, la structure d'un article, et puis, on vous présentera rapidement quelques grilles de lecture et ensuite on ira sur l'exemple de lecture critique. Donc, juste pour préciser qu'en amont et au moment de l'inscription, on vous avait proposé l'article, en tout cas le DOI de l'article pour y accéder, et puis la grille de lecture. Voilà. Donc, pour démarrer, voilà une petite précision pour vous dire que cette présentation, elle a été réalisée à partir de l'ouvrage de référence de Rachid Salmi, qui est lecture critique et communication médicale scientifique. Donc, vous pouvez trouver effectivement dans cet ouvrage la technique de lecture critique, mais vous pouvez aussi trouver des conseils si vous souhaitez communiquer à l'oral, à l'écrit. Voilà. Donc, c'est vraiment l'ouvrage de référence en la matière. Donc, Alors, je passe la parole à Valérie Berger. bien, bonjour à tous. Désolée, ma caméra est inactive ou alors je suis pas très compétente pour la faire fonctionner, je ne sais pas. Avant de commencer, donc, on voulait vous faire un petit focus sur ce qu'est une revue scientifique. À la différence des revues professionnelles qui vont publier plutôt des pratiques, une revue scientifique se distingue parce qu'elle va être indexée. C'est-à-dire qu'on va les retrouver dans des bases de données
comme la base de données PubMed qui va publier plutôt des articles de recherche clinique, CINAHL qui est un moteur de recherche qui va mettre en évidence des articles publiés dans des revues portées par des paramédicaux, notamment des infirmiers, et puis par exemple aussi Web of Science qui ouvre un large éventail d'articles de disciplines diverses. Une revue, en fait, elle est scientifique, elle a sa particularité parce qu'elle est indexée. Ça veut dire qu'on va la retrouver dans ces bases de données et c'est très important pour la visibilité du chercheur et notamment la visibilité des connaissances produites par ses recherches. C'est un fort enjeu pour les chercheurs qui vont donc être évalués sur leur production scientifique et donc dans des revues prestigieuses puisqu'elles vont être indexées et qu'elles auront aussi un impact factor. On y reviendra juste après. Diapositive sur. Donc en fait, une revue scientifique, en fait, elle émane peut émaner de sociétés savantes, etc. Mais surtout, elle appartient à des éditeurs fort importants, puisque on va retrouver Wiley, Elsevier, Liber, qui s'organisent autour, c'est toujours pareil, d'un rédacteur en chef, qui va avoir des rédacteurs associés, et ils vont chercher des reviewers pour critiquer les articles. Il y aura plusieurs reviewers par article, et c'est le comité de rédaction qui va décider ou non de la publication de l'article scientifique. Pour accéder à ces articles, c'est parfois compliqué, mais en fait, parfois on est obligé de payer des abonnements qui peuvent être chers. Ça, c'est voilà. Il y a aussi les auteurs qui peuvent eux payer des droits pour être publiés et du coup l'accès à l'article est plus facile pour les lecteurs. De plus en plus, on va trouver maintenant des articles dits en open access. Alors, soit c'est des articles parce que l'auteur va payer, mais il y a aussi de la production d'articles par des revues qui sont notamment des revues universitaires, comme celle qui a été créée à Limoges récemment, qui permettent l'accès à des articles de façon tout à fait libre. Et puis, il y a les archives ouvertes, qu'on dit HAL, c'est l'hyper-article en ligne, qui joue un rôle crucial dans la promotion et l'accès libre à la recherche, et qui donne une visibilité de la publication dite plutôt académique. Alors, Valérie un petit peu en a parlé tout à l'heure, elle a parlé de l'impact factor. Souvent, on parle cette revue-là, elle a quoi comme impact factor? Donc, pour rappel, l'impact factor, c'est l'indicateur le plus connu, le plus utilisé pour classer les revues scientifiques. Sa définition, c'est la moyenne des nombres de citations des articles de la revue publiés durant les 2 années précédentes. Et vous voyez qu'à titre d'exemple, un facteur d'impact de 4,5 signifie que les articles de recherche publiés par cette revue dans les 2 années précédentes ont été cités en moyenne 4,5 fois. Et on a l'habitude de dire effectivement que plus l'impact facteur est élevé, ça veut dire que plus la revue est citée et elle est par définition prestigieuse. On sait très bien que par exemple l'impact factor du Lancet est par exemple une revue de référence notamment dans le monde médical mais aussi paramédical parce que les infirmières peuvent aussi publier dans cette revue, a un impact excessivement élevé. Alors, pourquoi lire? Voilà pourquoi, à un moment donné, on serait amené à lire des articles scientifiques notamment. Alors, pour plusieurs raisons. Pour entretenir ses connaissances et mettre à jour sa pratique. Si on a une question de pratique professionnelle dans son exercice au quotidien, on va effectivement aller chercher peut-être les recommandations de bonne pratique. Est-ce qu'il y a des recommandations qui ont évolué? Mais aussi, est-ce qu'il y a des données dans les études menées et qui donnent des résultats intéressants et qu'on pourrait transférer dans la pratique. Donc, c'est pour cette raison aussi qu'on va lire ces articles. Quand on se questionne, quel est le meilleur soin pour ce patient et pour ce type de patient, quand il peut y avoir divergence aussi dans un secteur, l'infirmière qui prend de telle manière en charge, l'autre d'une autre manière, l'autre d'une autre manière. On voit bien dans les équipes, souvent c'est très hétérogène. Eh bien, par exemple, on va se fédérer autour d'une question et on va aller regarder dans la littérature et notamment parmi les articles scientifiques si on trouve des réponses à notre question. C'est pour effectivement, et ça coule de source, répondre à une exigence de qualité des soins, pour aussi créer un protocole de recherche, un protocole de soins. Ça va permettre d'une part, alors pour le protocole de soins, mettre à jour le protocole bonne pratique, on regarde des dernières recommandations, des dernières données de la science, mais c'est aussi important quand on rédige un protocole de recherche
de faire l'état, comme on le dit, des connaissances dans la première partie du protocole. L'idée, c'est de regarder tout ce qui a été fait par rapport à la question qu'on se pose, de rédiger donc cette partie qu'on appelle justification scientifique à partir des preuves qu'on peut trouver par rapport à la question, et de se dire finalement qu'est-ce qu'il reste à faire autour de cette question, et aussi de démontrer à l'autre qui va vous lire que votre sujet est innovant, que rien n'a été fait déjà dans la littérature et dans le contexte de la recherche. Parce que si vous trouvez parmi ces articles une réponse à votre question, ce n'est pas la peine de dérouler un protocole de recherche. Donc, ce qui est au cœur de cette lecture, c'est la qualité, la performance des soins basés sur des données probantes ou des recommandations. Donc, comme pour faire la suite de ce que dit Pascal, c'est qu'on va parler donc des recommandations qui sont en fait les concepts de soins fondés sur les preuves, qui en fait c'est le concept d'evidence-based medicine, l'evidence-based practice, l'evidence-based nursing. Pour rappel, c'est ce concept de soins fondés sur les preuves est à l'origine de Archie Cochrane, qui était un épidémiologiste, qui a été reconnu pour son plaidoyer en faveur des essais randomisés et notamment pour de la médecine fondée sur les preuves. Alors en fait, ça sert à quoi? Pour bondir en fait ce que dit Pascal, oui, on va écrire un protocole de recherche, mais on va surtout regarder sa pratique et essayer de faire en sorte que sa pratique, elle repose sur les meilleures données de la science et qu'on soit à jour de ses connaissances. Donc c'est fournir des soins de qualité en tenant compte des savoirs scientifiques, mais ces savoirs scientifiques qui bougent. Un auteur peut se reposer des questions, d'où l'importance en fonction de son lieu d'exercice, de toujours être à jour de ses connaissances pour avoir des pratiques qui soient le plus à jour possible. C'est aussi de faire preuve de pertinence dans les soins, c'est-à-dire de réfléchir aux meilleurs soins pour le meilleur coût. Donc, on va aller regarder la littérature, qu'est-ce qu'on lit sur le sujet, et on va se poser des questions. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être en lien avec la littérature. C'est parfois d'être amené à vouloir harmoniser les pratiques. On voit aujourd'hui qu'il y a des hétérogénéités de pratiques, mais finalement, quelles sont les pratiques qui sont le plus efficientes au moment donné où je vous parle, par exemple. Et puis, c'est permettre aussi l'individualisation des soins. On n'oublie jamais le patient dans tout ça et qu'on doit être centré aussi sur les besoins et sur ce que demande le patient. Donc, si on doit retenir dans les principes généraux de la lecture critique, c'est d'abord de savoir sélectionner les revues crédibles et utiles. Comme on a dit tout à l'heure, avec les revues qui sont indexées, les revues qui ont un impact factor. Donc, comme disait Pascal tout à l'heure, plus l'impact factor est important, ça veut dire que plus les articles seront diffusés, plus il y aura une visibilité des recherches. Pour pouvoir utiliser des articles, donc pour l'utiliser dans sa pratique, c'est aussi savoir naviguer dans l'article. On sait qu'il y a énormément de publications. À l'heure où on vous parle, il y a encore des publications qui sont en train de se mettre à jour dans PubMed et CINAHL, etc. Donc en fait, il faut apprendre à lire les articles et à les lire rapidement pour aller vite à l'essentiel et chercher la réponse qu'on se pose. Donc c'est repérer dans l'article les éléments essentiels de l'étude qui nous intéressent en fait. Donc pour ça, bien évidemment, il faut être formé, il faut apprendre à comprendre les méthodes utilisées et leurs limites. Il y a des niveaux de preuves, ce qu'a fait Cochrane, mais voilà, il y a aussi d'autres méthodes qui sont très intéressantes, notamment en recherche qualitative, on vous en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi savoir prendre des décisions de soins objectives selon la qualité des résultats de l'article. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une lecture critique. C'est pas parce qu'un article est publié que pour autant on pourra utiliser les données pour les appliquer sur le terrain. Et donc, savoir juger de la pertinence des résultats, c'est très important. Donc voilà, on va rentrer peut-être un peu plus, même si on reste encore dans la théorie, dans un petit peu la structure de l'article. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver déjà dans un article? Eh bien, sur le titre et notamment sur la première page, et qui va être important de regarder. Est-ce que j'ai un titre qui m'informe? Est-il informatif? Est-ce qu'on a bien le thème? La méthodologie de recherche utilisée, par exemple une étude randomisée, une étude phénoménologique, voilà, la population de l'étude, ça concerne qui dans cette étude?
le lieu, on peut avoir, on va regarder également la date et est-ce que tout cela, ce titre, est-il concis, est-ce qu'on comprend bien, est-ce qu'on imagine en fait derrière ce qu'on va trouver à partir du titre. C'est très important, la notion de titre. Et quand je vais faire un parallèle, quand on rédige un article, c'est vraiment, il faut vraiment bien réfléchir parce que c'est aussi par cet article que les gens vont pouvoir, par ce titre déjà en premier, pardon, que les gens vont pouvoir déjà se faire une idée de l'article et aller le chercher s'ils en ont besoin. Alors, il doit être parlant, explicite. On va regarder aussi, après le titre, le placement des auteurs. Comment ils sont? Est-ce que le premier auteur, le dernier auteur? En général, le premier et le dernier auteur, c'est eux qui ont les places un peu plus privilégiées. Puis après, tous les auteurs qui ont participé soit à l'étude, soit à la publication, à la rédaction de l'article. On va regarder le laboratoire de recherche auquel appartient les auteurs. Et puis, on le verra tout à l'heure dans l'article, et qui parle? Quels sont ces auteurs? Parce que effectivement, si on peut avoir une thématique qui peut être abordée du côté des sciences infirmières, mais la même thématique peut être abordée du côté de la psychologie, du côté médical, du côté de l'anthropologie, et forcément, on n'aura pas la même, voilà, les auteurs regarderont pas de la même façon l'objet de recherche dans cette étude. Donc, c'est important de regarder qui parle. Il est important aussi de repérer, on doit ça le retrouver sur la première page, l'auteur correspondant. Qui est cet auteur? Parce qu'on va peut-être être amené à l'interroger. En tout cas, c'est celui qui est désigné pour faire le lien avec la revue quand vous déposez un article à publier. Voilà. Puis on va avoir besoin de l'interroger. Si on n'arrive pas à avoir l'article, parce que vous savez que souvent les articles, il faut payer pour les avoir, ils sont souvent verrouillés, donc on peut, ma foi, comme je dis souvent, voilà, on peut toujours, qu'est-ce qu'on risque? Avoir un refus, mais demander à l'auteur correspondant et souvent il peut vous envoyer son article. Voilà, et puis on va peut-être pouvoir l'interroger sur les parties de son étude, sur peut-être les références qu'il a notées. On peut se donner toute cette latitude par rapport à l'auteur. Donc on va regarder l'année de parution. Et puis souvent, on a l'impact factor qui est noté sur cette première page, et notamment la revue dans laquelle est publiée, donc qui fait lien avec l'impact factor. Est-ce que cette revue est internationale? Est-ce qu'elle est voilà, connue, reconnue, etc. Donc on va apprécier tous ces éléments-là déjà sur la première page de l'article. Et puis après, une fois qu'on a regardé ce titre et puis qu'on se dit, bon, ma foi, ça va peut-être pouvoir répondre à la question que je me pose, on va regarder le résumé. Alors, comment est structuré ce résumé? En général, on le reprendra, mais le résumé est rédigé selon la mouture IMRED, introduction, matériel, résultat et discussion, plus ou moins conclusion. Et puis souvent avec peut-être dans la conclusion un petit peu de rapidement comment ces résultats peuvent avoir un intérêt pour la pratique, parce que c'est quand même ça l'intérêt, hein. C'est pas faire des études pour faire des études, mais mes résultats, comment ils vont pouvoir modifier l'exercice professionnel, la prise en charge auprès du patient. Donc on regarde s'il est structuré de cette façon-là. On va retrouver aussi les mots-clés de l'article dans le résumé. Souvent, on parle, vous l'avez dû l'entendre, de mèche-terme. Et puis, ce résumé, il va permettre au lecteur d'évaluer rapidement la pertinence de la question. On doit la retrouver, ou l'objectif, ou l'hypothèse, dans le contexte présenté, et l'intérêt des résultats proposés. Quand vous êtes à ce niveau-là, vous avez lu votre titre, vous avez lu votre résumé, vous devez pouvoir présager de ce que vous allez trouver dans la suite de l'article. Donc, c'est pour ça que, par exemple, quand vous rédigez un protocole de recherche, vous faites une revue de littérature, vous n'avez pas besoin Valérie l'a dit, il faut avoir des lectures stratégiques de l'article. Déjà, le titre, est-ce que vous le gardez? Est-ce qu'il intéresse votre travail, votre protocole de recherche, votre revue de littérature? Après, vous lisez votre résumé. Est-ce que, voilà, on est toujours, par rapport à la question que vous posez, est-ce que c'est toujours intéressant? Parce que déjà, au niveau du titre, vous pouvez déjà
mettre l'article de côté si ça vous correspond pas. Le résumé, c'est pareil, vous n'avez pas besoin de lire la totalité de l'article voilà, avant de passer au suivant. Alors, comment maintenant on va avancer dans l'article, la structure de l'article en fait. Comme disait Pascal, c'est comme dans le résumé, un article, il faut connaître sa construction scientifique, c'est toujours la même chose. Il est construit en IMRED, c'est-à-dire introduction, le matériel et méthode, les résultats et la discussion et parfois une conclusion. Donc, c'est important de connaître cette construction et savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'introduction, dans la méthode, etc. On reviendra sur chacune des étapes après. Donc, en gros, dans l'introduction, on va trouver ce qu'on dit dans le résumé, exposer les raisons qui ont conduit à ce travail et on va voir où on veut en venir l'auteur. Ensuite, dans la méthode, l'auteur va décrire comment il s'y prend, quelle méthodologie il choisit pour répondre à la question qui se pose. Les résultats, il va fournir des éléments de réponse à la question qui se pose. Et ensuite, la discussion, il va interpréter les résultats et il va finir en donnant finalement une orientation. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats? Dans un article, il faut savoir aussi qu'il ne peut pas être publié dans plusieurs revues. En fait, un article finalement appartient à la revue après. Et donc, l'auteur peut peut-être vous l'adresser, mais en tout cas, c'est aussi ça appartient à la revue qui le publie. Et donc, on ne peut pas publier le même article dans différentes revues. L'auteur peut ajuster, peut modifier un peu l'orientation pour peut-être proposer une autre publication. Mais en tout cas, l'article tel qu'il est ne peut pas être publié dans d'autres revues. On va passer maintenant plus précisément dans la partie introduction. Donc, l'introduction, en fait, elle comprend, c'est ce qu'on a dit au début, le contexte général du sujet et les raisons qui amènent l'auteur à se poser cette question, en fait. Et donc là, en général, on part du général, on va venir contextualiser. Et il faut surtout que l'auteur nous permette de vraiment d'identifier la problématique qui se pose. Souvent, c'est appuyé de données épidémiologiques, si on traite de pathologie par exemple, pour comprendre quelle est la problématique qui se pose. C'est très important. Ensuite, l'auteur arrive à une synthèse des publications scientifiques sur le sujet, ce qu'on a dit avant. Donc, qu'est-ce qui est dit sur le sujet? Il faut que ça soit référencé. Parfois, il peut s'appuyer aussi de méta-analyses parce qu'il y a des méta-analyses qui ont été faites qui montrent que le niveau de preuve, finalement, il est important au total de toutes ces études qui ont été faites. Donc, c'est à vous, si vous écrivez un protocole, d'amener les lecteurs, les reviewers, par exemple, à se saisir de ça et dire oui, c'était un projet, c'est innovant, ça n'a jamais été fait ou il faudrait le reproduire parce que les autres articles disent qu'il faut appuyer ces résultats par des nouvelles preuves pour montrer qu'il y a une reproductibilité, etc. La justification scientifique, elle doit donc être pertinente pour une nouvelle étude par rapport à celles qui sont précédentes. Il n'est pas question de refaire quelque chose qui a été documenté plusieurs fois, mais d'expliquer, l'auteur doit nous dire pourquoi il veut le faire ou pourquoi il veut le refaire. Donc, cette partie finit toujours par soit une question de recherche, soit l'hypothèse que se pose l'auteur ou l'objectif principal. Et c'est une méthode, l'introduction, c'est la méthode en entonnoir. On doit partir du général pour aller au particulier et s'assurer être convaincu par ce que veut faire l'auteur. Alors, une fois qu'on a notre introduction, qu'on sait bien l'auteur, voilà, pourquoi il veut faire ça, il a bien référencé, il a fait l'état des connaissances sur la question, etc. Et donc, il vous donne vers où il va. Soit c'est une question de recherche, et si c'est une question de recherche, on peut penser qu'il ira plutôt sur une méthode qualitative. Si c'est une hypothèse, un objectif, c'est plus peut-être tourné sur une méthode quantitative. Mais voilà, on en est à ce stade-là et il va nous présenter donc la deuxième partie qui est matériel et méthode. Donc là, on a voulu un petit peu, parce qu'on avait fait initialement 2 diapositives différentes, mais on s'est dit qu'on allait mettre en regard ce qu'on peut trouver donc dans un article quantitatif, qu'est-ce qui peut être différent par rapport aussi à l'article plutôt qualitatif. Donc, en quantitatif, on a, comme en qualitatif, normalement un schéma d'étude. Donc, sur le quantitatif, on va avoir un schéma d'étude. Est-ce que c'est une étude randomisée? Est-ce que c'est une étude observationnelle? Est-ce que c'est en insu, en ouvert, etc.? Combien il y a de centres? Est-ce que c'est une étude
monocentrique, multicentrique. On va avoir tous ces éléments-là. En qualitatif, c'est la même chose. On va avoir un schéma d'études, simplement ça va être un peu différent, puisqu'on va plutôt aborder le qualitatif par des entretiens, de l'observation. Donc on va être plutôt sur des schémas d'études en lien avec la phénoménologie. On va étudier des phénomènes, la théorisation ancrée, l'ethnographie, voilà, différents. On va pas la rentrer dans le détail, mais avec des méthodes comme la théorisation ancrée qu'on appelle plutôt inductive, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les données et on va remonter peut-être des hypothèses, on va construire des cadres théoriques. En quantitatif, on est plutôt sur une méthode déductive, donc on va avoir une hypothèse qu'on va tester, etc. Donc voilà les petites variantes qu'on peut avoir. Ensuite, que l'on soit en quantitatif ou en qualitatif, on va faire une sélection de la population. Qui est-ce qu'on va rentrer dans l'étude, qui est-ce qu'on va interroger si on est plutôt sur la partie qualitative, sélection des patients, qui on inclut, qui on n'inclut pas, voilà, ça c'est important. On va avoir aussi posé dans cette partie-là, alors dans un ordre des fois qui peut être un petit peu différent, hein, mais bon, on a les objectifs. Alors plus précisément du côté quantitatif, l'objectif principal, les objectifs secondaires, et on va souvent avoir du côté du quantitatif ce qu'on appelle les critères de jugement principal et secondaire, c'est-à-dire les critères de jugement, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me permettre sur le terrain, quel est l'indicateur qui va me permettre de mesurer mon objectif. Hein. Si j'ai un objectif en lien avec la douleur, bah, voilà, je vais aller chercher un score douleur avec une échelle validée particulière pour ma tranche de population. En qualitatif, je vais aussi avoir des objectifs, je n'aurai pas de critères de jugement. J'aurai, que ce soit du côté quanti ou du côté quali, j'aurai aussi la stratégie de l'étude, c'est-à-dire comment je mène cette étude. Si je suis en quantitatif, je vais décrire qu'est-ce que je fais dans le groupe qui a la prise en charge habituelle, qu'est-ce que je fais dans le groupe qui a la prise en charge innovante. Voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous lisez un article, que ce soit du quanti ou du quali, vous devez être capable de reproduire l'étude si vous aviez à la faire. Donc, vous ayez tous les éléments pour pouvoir la refaire. Donc voilà, du côté du quali, on va avoir aussi la stratégie de l'étude, comment je vais l'amener. Et puis au niveau des méthodes statistiques, donc il y a quand même des variantes. Du côté du quantitatif, on va avoir un calcul, ce qu'on appelle du nombre de sujets nécessaires, combien de patients je vais rentrer dans mon étude, à partir d'analyses statistiques, à partir par exemple d'une hypothèse, qui peut être sur la différence que j'attends. Par exemple, si je reprends mon histoire de douleur, quelle hypothèse, quelle diminution de ma douleur j'attends entre les deux groupes. Donc à partir de là, le méthodologiste va vous calculer le nombre de sujets nécessaires. Et puis, on va décrire dans cette partie-là comment on analyse les données, avec quel logiciel. Voilà, c'est vraiment une partie statistique très quantitative. Mais de l'autre côté, on n'a pas de calcul de nombre de sujets nécessaires en qualitatif. On parle plutôt quand on parle d'entretien de saturation des données, on dit qu'en règle générale, dans la littérature, il faut à peu près 12 entretiens par population pour obtenir ce qu'on appelle la saturation des données, c'est-à-dire qu'on est sûr que à partir du 13e, 14e, 15e entretien, on ne trouvera pas de thème nouveau. Donc voilà, on base à peu près ça sur 12. Hein. Après, on peut avoir des différences entre les populations. Voilà, donc on s'appuie sur cette théorie-là. Et puis, on va avoir la méthode de recueil et d'analyse des données aussi, parce que mes entretiens, ils ont été retranscrits, enregistrés, anonymisés. Est-ce que j'ai bien mis un code, on en reparlera dans l'article, alphanumérique, pour quand je rédige mes verbatims, pour bien qu'on repère qui parle. Est-ce que j'ai appliqué ce principe de saturation des données? Est-ce que j'ai bien appliqué le principe de triangulation des données? C'est-à-dire, je n'étais pas tout seul chercheur à recueillir, analyser mes données, mais on est plusieurs à avoir travaillé peut-être chacun de notre côté, puis à un moment donné, on est plusieurs chercheurs, on se met d'accord sur les thèmes qu'on va analyser donc dans les entretiens, ce qu'ils ont bien été retranscrits. Voilà, il faut vraiment que tout soit très très bien détaillé.
En quantitatif, eh bien, on parle aussi de comparabilité des groupes, voilà, entre les deux groupes quand je fais une étude randomisée. Voilà, mais que ce soit, et ça c'est important parce que c'est un point vraiment souvent qu'on discute, mais par contre, que ce soit en quantitatif ou en qualitatif, dans l'article, on doit retrouver effectivement s'il y a eu un comité d'éthique, un comité de protection des personnes, et en général, que ce soit un comité d'éthique ou un comité de protection des personnes, quand vous passez dans ce type d'instance, on vous donne, voilà, on vous envoie un courrier et on vous attribue un numéro. Donc, vous devez retrouver le numéro donc, dans l'article. Donc maintenant, on va passer, alors on a vu introduction, matériel et méthode, donc on va passer à la partie résultats. Les résultats, c'est une partie vraiment particulière où on va présenter tous les résultats importants au lecteur et que les résultats. On va pas avoir autre chose, on va pas avoir d'interprétation, on va pas, c'est que les résultats. Et en général, ils sont organisés donc en 3 parties. On va le reprendre tout à l'heure. Donc ça débute, et là j'insiste, qu'on soit en quantitatif ou en qualitatif, parce que c'est souvent oublié en qualitatif, par la description de la population étudiée. Donc on doit avoir cette description précise de la population. Ça permet de préciser à quelle population les résultats sont applicables, donc notamment en quantitatif, le nombre de sujets réellement enquêtés par rapport aux sujets initialement prévus, parce que bon, on peut se tabler par exemple sur en étude quantitative, on veut inclure 100 patients, on va en avoir inclus que 70 pour telle et telle raison. Donc, il faut vraiment donner tous ces résultats-là. Et un point important, je crois qu'on le reprendra aussi à un moment donné, mais que quand on parle de quantitatif, ça veut dire qu'on peut reproduire les résultats. C'est souvent des études multicentriques et on va pouvoir, on dit que les résultats obtenus, si on les a obtenus sur 3, 4, 5, 6 centres, ça veut dire que les résultats peuvent être reproduits dans cette population, voilà, dans d'autres centres. Par contre, quand on est en qualitatif, la notion de reproductibilité des résultats, c'est plus compliqué parce que, et ça vous le comprendrez facilement, si je fais des entretiens sur un groupe de patients qui a telle caractéristique, telle histoire, telle, voilà, on est tous très différents. On va peut-être avoir des entretiens qui amèneront certaines données. Et si je refais la même enquête sur un autre groupe de patients, complètement, voilà, avec d'autres caractéristiques, euh, voilà, notre histoire de vie fait qu'on va être différent. Et donc, on a l'habitude de dire qu'on ne peut pas reproduire comme ça les résultats d'une étude qualitative sur d'autres populations que celles qu'on vient d'étudier. Ah. Voilà. À toi, Valérie. Ah non, c'est encore moi. Pardon, excusez-moi. Donc, la deuxième partie des résultats, ça doit donner les éléments de réponse à la question principale. Donc, on a d'abord, voilà, ce qui tient en fait une étude, c'est la question principale, c'est l'hypothèse, voilà, l'objectif principal normalement. Donc, on va avoir la deuxième partie des résultats qui donne donc ces éléments de réponse, des résultats bruts. Et les analyses croisées des variables. Les résultats sont souvent présentés sous forme de tableaux, vous l'avez déjà vu ou vous le verrez, de graphiques qui facilitent la lecture, j'insiste, qui facilitent la lecture, parce qu'on ne met pas des tableaux pour mettre des tableaux, il faut vraiment que ça ait voilà, un intérêt d'amener des tableaux. De toute façon, quand vous écrivez un article et que vous le proposez à un éditeur, souvent vous mettez vos tableaux à part et c'est lui qui va voilà, mettre en forme et le mettre à différents endroits dans votre article. Donc, il faut vraiment qu'il soit intéressant de mettre ces éléments-là. La troisième partie, elle va permettre de répondre aux objectifs secondaires. Et puis voilà, on peut avoir
le travail de la lecture de l'article va être, est-ce que la qualité des informations est intéressante sur les tableaux, les graphiques, est-ce que ça apporte un plus? Et on peut avoir des diagrammes de flux, notamment quand on est sur des revues de littérature pour voir, effectivement, voilà, on a trouvé tant d'articles, et puis à la sortie, on n'a plus que 10 articles, et entre les deux, donc c'est une représentation graphique qui va permettre de dire pourquoi on les a éliminés au fur et à mesure. Ça peut être des diagrammes de flux aussi sur les inclusions. On devait inclure ça, finalement on n'a pu inclure que ça, et puis on vous décrit effectivement progressivement les inclusions. Voilà, il peut y avoir des flowcharts sur différents, par rapport à différents sujets. Attention, en qualitatif, alors on est vraiment, on le redira avec Valérie, hein, normalement on est sur un schéma IMRED, mais en qualitatif, en fonction des, comment dire, des revues, des attentes, voilà, de certaines revues, parce qu'on est quand même guidé aussi dans la rédaction par rapport aux recommandations aux auteurs qui sont données par les revues, on peut avoir en qualitatif les résultats et la discussion qui sont traités ensemble. Et c'est pas une erreur, hein. C'est vraiment voilà, une façon, et ça peut s'expliquer puisque en qualitatif, les résultats, c'est souvent des verbatims. Donc, c'est souvent compliqué, vous voyez, thème, je sais pas, le thème douleur, et puis vous allez mettre tous les verbatims de vos entretiens, le thème anxiété, tout. Donc ça a beaucoup moins de sens qu'en quantitatif. Donc souvent, on présente ces résultats et en même temps, on les discute. Donc ça, c'est pas une erreur. Vous pouvez trouver ça. Alors, comme le disait Pascal, en recherche qualitative, ben, on peut discuter les résultats en même temps que, que la discussion. Donc ça, c'est les recommandations aux auteurs qui vont nous le dire. Voilà. Et donc, on va venir après cette partie résultat, on va venir maintenant à la partie discussion. La discussion, c'est quoi? Ben, c'est un résumé des faits marquants de l'étude et c'est très important cette partie, comme la première étape, l'introduction. Tout ça doit être référencé avec la littérature. C'est en fait la mise en relation des résultats de l'étude avec l'état actuel des connaissances. C'est pour ça que la littérature s'arrête jamais. On est toujours, il faut sans cesse lire pour souligner l'aspect novateur que l'on fait des interprétations, car il est important que le chercheur finalement discute tous ces résultats et regarde que dit la littérature, que disent les auteurs. Il faut savoir que quand on fait une recherche ou on trouve un financement, il y a des fois plusieurs années et avant la publication, il y a vraiment des mois qui se passent, mais entre-temps, d'autres chercheurs ont publié. Qu'est-ce qu'ils disent sur le sujet? Est-ce qu'ils s'accordent avec vous? Est-ce qu'il y a différence? Pourquoi il y a des différences? Parce que c'est peut-être pas dans les mêmes contextes tout à fait. Ils se sont peut-être pas intéressés à la même population tout à fait. En tout cas, ça permet de les discuter et de voir les perspectives qu'on pourrait avoir. Il ne faut pas oublier aussi dans la discussion, ce qui est très important, c'est d'expliquer les limites de l'étude. Alors vous verrez, il y a les points forts, mais il y a aussi les limites. C'est-à-dire les limites, c'est pourquoi on n'a pas répondu à l'objectif, pourquoi on n'a pas atteint l'objectif fixé. Alors on va expliquer, on va donner des interprétations au fait qu'on n'ait pas atteint notre objectif, notre hypothèse fixée, et on va présenter toutes ces limites, et y compris les problématiques qu'on a eues durant la recherche. Pendant le Covid, on a vu qu'il y a eu plein de limites. Les publications qui ont eu lieu, on a vu qu'ils ne pouvaient pas inclure, qu'en fait, ça avait duré trop longtemps, etc. Donc, il faut être honnête, parce que c'est l'honnêteté qui fait que d'autres chercheurs vont s'en saisir et essaieront d'éviter les freins que l'auteur a eu pour ne pas reproduire la même chose et qu'on puisse avoir une recherche avec de meilleures données probantes ou de meilleures connaissances à ce sujet. En général, une discussion, c'est un peu toujours la même organisation. On commence par rappeler les principaux résultats et en général, c'est par rapport à l'objectif principal qui doit être le fil rouge, mais aussi les secondaires. Qu'est-ce qu'on apporte comme données nouvelles, etc. Donc, on doit donner ce fil rouge. On doit les resituer dans le contexte de la recherche et surtout, on doit les mettre en perspective avec la littérature et ensuite, on doit arriver, après avoir fait les limites, qu'est-ce qu'on va faire? Pascal l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas une recherche pour une recherche. Oui, c'est important pour les chercheurs de publier, mais c'est aussi quelle application on va en faire sur le terrain. Et on voit que c'est déjà très long pour que les résultats d'une recherche soient implémentés sur le terrain. Mais vous, en tant que futur, praticien ou en tant que chercheur, il faut qu'on en soit convaincu pour que l'implémentation des résultats soit le plus vite possible
implémenter sur le terrain, surtout quand il y a un impact conséquent pour le patient. Donc en fait, l'interprétation des résultats, elle doit prendre en compte l'hypothèse, les questions, les biais et montrer vraiment le caractère innovant et le caractère généraliste des résultats et les enjeux de ces résultats sur le terrain. Donc après, bien sûr, tout ça, c'est documenté par des références bibliographiques. C'est très important. Donc en fait, il y a des recommandations aux auteurs qui vont vous demander de suivre un format soit Vancouver, soit APA. Donc les auteurs suivent précisément les commandes par rapport à ces référents. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'elles sont récentes? Alors parfois, il y a beaucoup de littérature sur un sujet donné, donc on est parfois étonné de voir des articles qui sont vieux, mais c'est peut-être l'article princeps, donc on va dire que oui, c'était important de le mettre. Donc il faut quand même regarder tout ça avec la précision. Après, ce qui est important pour nous, c'est de regarder si on peut accéder à l'article, en fait. Alors, il y a des articles qu'on ne pourra pas accéder parce que peut-être qu'ils seront payants, que c'est difficile. Donc, en tout cas, on regarde si on a toutes les données pour pouvoir accéder à cet article. Il faut se méfier des références dont le sujet est lointain de la question posée. Donc, voilà, c'est pas pour mettre une feuille de biographie où il y a 25-30 articles. Y a-t-il un vrai intérêt à mettre tous ces articles? Donc, il faut avoir toujours une réflexion critique sur ce qui est fait. Et en fait, voilà, en fonction des sujets, c'est quand même, on va aller plutôt chercher des articles qui sont rédigés en anglais parce qu'en fait, c'est là où la plupart des revues publient plus largement. En France, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a que 2 revues finalement qui publient des travaux de recherche en sciences infirmières, dont une seule qui est indexée, qui a un petit impact factor. Donc après les références, donc une petite synthèse avant de passer peut-être à une période de pause pour répondre à vos questions. En résumé, évaluer un article, c'est finalement se questionner pour chacun. On ne va pas aller lire tous les articles, on va aller lire que des articles en fonction de son intérêt, des questions qu'on se pose dans son quotidien, etc. Donc, est-ce que l'innovation apporte quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est novateur? Est-ce qu'on apprend quelque chose? On va regarder la pertinence du contexte de la recherche. C'est très intéressant de dire dans quel contexte ça s'est fait. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est en Australie? Dans quel contexte pour voir si on peut le reproduire? Et on va peut-être dire oui, on pourrait le reproduire, mais tel quel, il faut peut-être passer par une étape de validation parce que il y avait un impact culturel dans l'autre pays. Donc voyons ce que ça donne en France, par exemple. On va regarder la qualité de l'argumentaire. Est-ce qu'on est convaincu de ce que dit l'auteur? Est-ce que c'est assez fin? Est-ce que c'est assez explicite? Donc, on va regarder tout ça. On va regarder la pertinence de la méthode utilisée qui va permettre de répondre à la question que se pose l'auteur. Si, par exemple, on voit décrire et qu'on voit une étude qui n'est pas du tout dans une étude descriptive, on va plutôt voir une étude comparative. On va s'étonner de la méthode choisie. On va regarder comment sont présentés les résultats. Est-ce que les résultats par rapport à la question posée, c'est toujours pareil, on va regarder toujours par rapport à la question principale posée. Est-ce que les résultats sont en lien avec la question posée et les objectifs secondaires aussi? La discussion, on en a parlé, est-ce que c'est bien référencé? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'il y a une critique sur ce que dit l'auteur? Et puis, l'apport de cette recherche dans la pratique. Est-ce que, au total, on va toujours se poser à cette dernière question. Est-ce que les résultats, est-ce que j'ai confiance en ces résultats? Est-ce que je peux les appliquer dans le terrain? Ou est-ce que ça confirme qu'il y a une recherche à faire sur le sujet parce que aujourd'hui, c'est pas assez documenté, par exemple, ou qu'il faut peut-être revisiter cette pratique qui est trop ancienne? Alors, bon, là, on vous a proposé, mais il y en a d'autres, des exemples de grilles de lecture. C'est intéressant d'avoir une grille de lecture qui vous permet un peu de caler cette lecture d'articles avec les éléments importants dont on a parlé tout à l'heure, mais qui sont formalisés et qui vous permet de ne rien oublier quelque part. Donc 2 études, notamment recherche quantitative, celle de Salmi et puis Geda, et puis en recherche qualitative, Tong, et puis côté Turgeon, et c'est bien celle-là qu'on va utiliser aujourd'hui dans l'exemple qu'on va vous proposer. Donc voilà la bibliographie sur laquelle on s'est appuyé pour construire cette présentation. Et donc là, on va faire une petite pause avant de démarrer la lecture critique de l'article. Et en fait, là,
on vous propose un peu les orientations de correction par rapport à cet article. Alors, voilà, pour ceux qui ont eu le temps de lire ou bon, plus ou moins l'article, on va reprendre les points de manière très pragmatique à partir de cet article. Merci beaucoup. Je prends la parole, Jean. Peut-être on va alterner pour les questions. Merci beaucoup pour cette première partie. Il y avait des petites questions en début de présentation et puis là, elles vont arriver, je pense, au fil de l'eau. Notamment une personne qui se demandait, alors peut-être ça va nous décaler un peu du sujet à proprement parler, mais comment convaincre son institution de l'intérêt de l'evidence-based? C'est-à-dire, en fait, c'est une personne qui avait trouvé des études qui voulaient modifier les pratiques dans son service et se baser sur des méta-analyses. Et je ne sais qui dit, non, notre protocole institutionnel suffit. Alors ça demande, voilà, peut-être. Je sais pas, je commence, Pascal. Vas-y, oui. Moi, je pense que c'est très important d'argumenter avec des articles, c'est-à-dire que amener à votre direction, ou je sais pas ce qu'ils étaient, mais en tout cas amener des articles factuels en disant voilà, cette étude a montré ça. Et quand on arrive avec des articles scientifiques, je pense que ça change la donne en fait. Donc je sais pas comment ça a été fait, mais je trouve que voilà, ça repose sur des données et en plus c'est une méta-analyse. Si la méta-analyse dit fait la synthèse et montre que oui, il y a un impact très important, il faut arriver à trouver les acteurs peut-être de votre institution qui sont un peu plus sensibles pour faire des alliés pour aller argumenter. Mais à partir de la littérature, c'est quand même plus facile d'aller demander un changement de pratique. Oui, alors moi c'est pas l'objet là parce que ça ferait l'objet d'un seul webinaire, mais je crois qu'il y a effectivement ce que dit Valérie, c'est on trouve un article qui nous dit ben voilà on fait plus les choses de la même manière. Je pense qu'il faut faire un travail préalable avant d'aller à sa direction ou proposer un plan d'action. Et c'est compliqué, hein, l'implantation des données probantes dans la pratique parce qu'il faut modifier les pratiques. Il y a toutes les résistances aux changements qui sont là. Mais nous, on avait fait un exemple sur le CHU de Limoges avec la préparation de la seringue électrique où il n'y avait pas de recommandation de bonne pratique et où on y est allé avec l'article. Et effectivement, on a proposé un plan d'action, c'est-à-dire commencer par montrer dans cet article que voilà, la seringue électrique, il faut qu'elle soit maintenant préparée de cette manière-là. Hein. C'était l'histoire de mettre le médicament d'abord ou le diluant après ou inversement et qu'est-ce que ça changeait pour la qualité de la diffusion du médicament pour le patient. Donc, c'est hyper important. Et donc, on a proposé un plan d'action, c'est-à-dire faire un audit de pratique déjà dans les secteurs pour voir un peu comment elle préparait cette seringue électrique, on a fait des analyses là-dessus et puis ensuite on a présenté les résultats en faisant voir ce que normalement on devrait faire et ce qui était fait. Et comme ça, de fil en aiguille, on est arrivé à faire bouger les lignes et à construire un nouveau protocole de bonne pratique pour préparer cette seringue électrique. Mais c'est tout oui, c'est tout un processus quand même qui est pas simple parce que là, on travaille aussi sur l'humain, les gens qui ont envie de bouger ou pas bouger. Mais bon, Ouais, si je pense ça, qu'il y aurait, pardon, ouais. ouais, Sophie, si ça, je sais pas, ça intéresse, on peut partager à un autre moment cette stratégie-là avec la personne qui a posé la question. Il n'y a pas de souci. Oui, après on avait fait un webinaire, il me semble, Oui, c'était Jean d'ailleurs qui avait présenté hein, oui. l'implémentation, les seringues Donc, je disais, sur un il doit webinaire que être vous trouverez sur dans la les chaîne ressources YouTube du YouTube, oui. GRSO. liées. Et puis il y a tout un tas d'articles aussi qui vous expliquent Oui. qu'effectivement il faut repérer peut-être des mentors ou des leaders Mm. pour implémenter aussi l'evidence-based. C'est sûr que Après, c'est tout le champ de l'implémentation science, c'est carrément des recherches en soi, c'est comment implanter des nouvelles données de la science sur le terrain. Mais bon, il y a des stratégies, c'est vrai que c'est compliqué, mais Mais bon, on y bon, arrive, mais bon, voilà. peut-être Jean, je te laisse pour les d'autres questions qui apparaissent. Alors, on avait une question sur les... Je suis désolé, j'ai un problème de... Sur les revues françaises qui existaient, enfin, qu'est-ce qui existe, qui est indexé ou pas, etc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Oui, et puis pour Mais en compléter même tout ce temps, qui vous était savez un vrai peu les sur revues, les moi revues, qui aime c'était bien tout comment on ce qui est trouve l'impact collaborateur, factor, c'est quoi les revues, pourquoi il y en a qui sont l'impact payantes factor des revues. ou Mhm. pas. Un peu sur. Bah, ça, c'est le choix des éditeurs, en fait, hein. Il y a des éditeurs, comment dire, c'est leur métier. Voilà, ils ont besoin de financer leur, comment dire, leur reviewers, enfin, comment dire, la rédaction. Donc, bon, c'est payant. Donc, par exemple, en France, en sciences infirmières, il y a deux revues. La revue, ben, celle que l'article qui vous est présenté tout à l'heure, hein, la revue francophone en recherche en soins infirmiers. Et il y a la revue qui est là payante. Les deux revues qu'on vous cite sont payantes. Et la revue RSI, revue en soins infirmiers. Voilà, il y a une des deux revues, la revue francophone, et elle, pas indexée, donc on la retrouve pas dans la base Medline. Donc voilà, et la revue RSI est indexée et elle a un petit impact factor. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ça en France. Après il y a beaucoup d'autres revues en nursing par exemple, en international. Donc on va regarder qu'est-ce qui est important, à qui on s'adresse. Est-ce que on veut s'adresser qu'à des infirmières françaises ou on vise un public international? Quel message on veut passer? Donc on fait le choix en fonction de à qui on s'adresse, quel message on veut passer, en gros. Donc payant, voilà. Donc après, il y a des revues, maintenant, c'est l'auteur qui paye, et puis on va avoir l'article en open access pour les lecteurs. Et il y a des revues aussi académiques qui sont complètement gratuites pour tout le monde, en fait. Voilà. Il y a très peu de revues en fait en France, hein, très très peu de revues, mais ça c'est lié aussi au développement de la recherche. Voilà, c'est la seule revue vraiment identifiée, c'est RSI, Recherche en soins infirmiers de l'ARSI, qui est là depuis, je crois, 85. Enfin, c'est voilà, qui a voilà, une antériorité quand même, mais il y a très peu parce que c'est vraiment lié aussi à la production scientifique infirmière dans ce contexte-là, hein. Et puis aussi, il faut dire que pourquoi aussi? Parce que même nous, alors on dit il y a peut-être pas beaucoup de publications de français, mais en fait même nous, on va publier à l'international avec cette langue anglaise qui est universelle et qui permet de toucher voilà beaucoup de monde. Et il y a quand même des recherches françaises, mais qui sont publiées en anglais à l'international. Tout dépend ce qu'on veut faire après. Comme disait Valérie, qui on veut toucher par rapport à nos résultats. Est-ce qu'on veut toucher que du public français, auquel cas, parce que on sait bien que notre contexte culturel ou notre contexte des compétences infirmières, de la réglementation infirmière est particulier et que si on le diffuse ailleurs, euh, voilà, on n'a pas forcément la même réglementation professionnelle, donc ça n'ira pas. Voilà, c'est des discussions importantes à avoir au moment des résultats, même un peu avant. Ok, ben merci beaucoup. Je pense qu'on pourrait euh, avancer un petit peu. Oui, il y a plusieurs questions qui demandent de repasser les diapos. On voulait vous demander, bon, déjà le webinaire sera accessible en replay et je sais pas, ça dépend après des présentateurs Pascal Belloni et Valérie Berger qui donnent ou pas le diaporama. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le webinaire sera, vous pourrez le visionner à nouveau. Bon, eh bien, Valérie va commencer cette application pratique, donc à partir de l'article qu'on avait proposé, donc une recherche qualitative. Ok, très bien. Donc, on va passer donc à cet article, mais avant, de passer aux auteurs plus précisément. On est parti de la grille de Côté Turgeon, et là vous avez un très bel article qui fait une dizaine de pages, c'est très agréable à faire, très facile à lire. C'est comment lire de façon critique des articles de recherche qualitative en médecine. Ça a été publié dans la revue internationale francophone d'éducation médicale en 2002. Cet article présente une grille de lecture critique des articles qualitatifs appliqués à la médecine. En fait, ça a été rédigé, fait par deux universitaires de faculté de médecine de Laval pour être appliqué pour des médecins pour qu'ils sachent lire des articles de recherche qualitative. Donc, ça prend tous les points de l'article, c'est-à-dire en IMRED, qu'est-ce qu'on attend dans la partie introduction, dans la partie méthode, dans la partie discussion, des résultats, discussion, etc. Donc, on va passer. Ensuite, donc, ils ont élaboré une grille simplifiée
qui reprend les quatre étapes. Donc, vous pouvez la télécharger. Tout l'article est en open access, donc vous avez aucun problème pour l'utiliser. Et ils vont reprendre l'article qui est sous une format de grille. Et la grille reprend les 4 étapes enfin 5 étapes de l'article. Et à chaque fois, il faut répondre oui, non, ou plus ou moins oui, non. Donc, par exemple, dans l'introduction, ils expliquent que la problématique est bien décrite et en lien avec l'état des connaissances. Est-ce que oui, est-ce que non, ou est-ce que plus ou moins oui et non. Donc, je vais pas relire toutes les questions, mais en fait, voilà comment ça se passe. Donc, nous, on est parti de cette grille et on s'est posé des questions et on va vous faire un retour pragmatique. Enfin, on va essayer de notre lecture d'article. Il faut savoir donc cette revue, elle a été publiée dans la revue francophone de recherche en sciences infirmières et dont les auteurs sont tous des universitaires du Canada, dans 2 universités différentes, de Rimouski et du Québec. C'est un article qui a été publié en 2019. Donc c'est important parce que là, si vous voulez savoir et écrire aux auteurs, vous avez de quoi avoir les références pour aller plus loin, si vous avez des questions particulières, et ça peut arriver qu'on a des questions qui nous sont soumises par les auteurs. Donc vous voyez bien là, tous les auteurs sont du domaine des sciences infirmières. Donc en fonction de voilà, de leur posture et de leur expérience, de leur formation, on voit qu'on va avoir une orientation normalement très sciences infirmières, notamment au niveau de l'exploitation des résultats. Alors, les mots-clés, et on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on a trouvé le titre tout à l'heure, les auteurs, on regarde les auteurs. Et puis, on va avoir rapidement le résumé. Donc, le résumé, alors là, on a juste, peut-être on n'a pas précisé, mais on n'a pas fait des copies d'écran intégrales de l'article parce qu'on n'a pas le droit de diffuser comme ça un article. Donc, le résumé, on a juste tronqué des bouts d'articles. Et le résumé est vraiment, on retrouve ce format IMRED, puisque pour ceux qui ont la publication à côté d'eux, on retrouve la partie discussion aussi dans le résumé. Mais le résumé, il est formaté comme on doit l'attendre dans un résumé. Introduction, matériel et méthode, résultats, et on a aussi la discussion donc dans cette partie de résumé. Sur la gauche, on a les mots-clés. Donc, on sait que certainement, c'est aussi par ces mots-clés qu'ils ont pu peut-être interroger les bases de données, etc., pour travailler leur protocole et leur article. On a l'auteur correspondant, comme je disais tout à l'heure, si besoin, pour lui demander des éléments complémentaires ou lui demander son article s'il est difficilement accessible. Et on a le DOI, ce qu'on appelle le DOI, vous le voyez là, HTTPS DOI, l'article, normalement, quand on clique dessus, on accède à l'article. On accède au moins au résumé, en fonction du niveau de blocage plus ou moins de l'article. Donc voilà, déjà, on a une idée entre le titre et le résumé. On parle des soins critiques, on parle de ce système de monitorage. Je pense que ça vous parle, effectivement. Sur quoi base-t-on la façon dont on va régler les alarmes dans un secteur, par exemple, d'intensif? Sur quoi repose ce réglage? Est-ce que c'est sur des connaissances? Est-ce que c'est sur des données probantes? Est-ce que c'est en fonction de l'expérience de l'infirmière? Est-ce que c'est en fonction d'une prescription médicale? Voilà, donc c'est cet élément-là, en tout cas cet objet de recherche-là, qui a été regardé dans cette étude. Donc, on a ensuite la partie introduction. Donc, voilà, la problématique. Après, quand on a relu avec Valérie Berger, la problématique est assez synthétique, mais c'est bien posé. On comprend bien cette histoire d'alarme et où est-ce qu'ils veulent en venir et monitorer ces alarmes. Elle s'est bien posée, c'est en lien avec des connaissances. L'introduction est bien référencée et ça permet effectivement de bien comprendre l'objectif de cette étude.
Donc en fait, après, il découle de l'introduction forcément vers quoi l'auteur veut aller. Donc quel est son objectif. Donc on voit dans cette étude, pour rappel, donc ils veulent comprendre en fait les facteurs qui influencent la décision de l'infirmière de régler ou moduler les paramètres d'alarme des systèmes de monitorage en soins intensifs. Et on voit que l'objectif était donc de décrire les facteurs qui influencent les infirmières dans cette décision. Donc on peut dire que finalement l'objectif il est bien formulé. Il découle donc de la problématique, donc ils veulent vraiment comprendre parce qu'ils voient qu'il y a peut-être des hétérogénéités, ils s'intéressent à pourquoi ça se passe comme ça. Et on voit qu'ils ont utilisé le verbe décrire. Décrire, en fait, c'est vraiment en recherche qualitative, on va retrouver des verbes comme décrire, comme comprendre. C'est ceux qui sont souvent le plus utilisés puisqu'on va être dans des recherches compréhensives. On veut comprendre ce qui se passe, on veut comprendre un phénomène. C'est toutes les recherches dont vous parlez tout à l'heure, Pascal, en méthodologie. Donc l'objectif pour nous, voilà, il est bien formulé et il correspond à la problématique que pose l'auteur dans son introduction. Ensuite, dans la partie devis méthode, en fait, ils ont choisi un devis de recherche descriptive avec méthode de collecte de données qualitatives. Et le choix du devis, ça constitue la phase conceptuelle finalement et opérationnelle de l'étude, c'est-à-dire comment ils vont s'y prendre pour répondre à la question qui se pose. Donc forcément, pour comprendre en fait quels sont les facteurs qui influencent la décision de l'infirmière, il faut forcément faire du recueil par du qualitatif, par des entretiens, pour vraiment s'assurer qu'on ait des éléments de compréhension du phénomène qui est à l'étude. Donc pour nous, cette méthode est tout à fait adaptée à la question que se posent les auteurs. Vous voyez bien là dans cet exemple-là je pense que vous voyez bien c'est compliqué avec la question qui se pose de compréhension, d'essayer de comprendre ce phénomène qu'on ne pourrait pas avoir si par exemple en méthode on avait une étude randomisée. euh, voilà, c'est pas adapté. On n'est pas du tout dans ce contexte-là d'études quantitatives. Alors, pour répondre à leur méthode, ensuite, ils vont faire une sélection des patients, recrutement de la protection des données, enfin, comment ils s'y prennent. Donc, il y a plusieurs choses là. On voit notamment, par exemple, la première chose, c'est qu'ils ont décidé de faire quelque chose ils vont recruter les participants dans 4 unités de soins intensifs médicaux et chirurgicaux d'un centre hospitalier universitaire francophone de l'Est du Canada. Ok, on apprend ça. C'est un choix des auteurs, donc dans 4 milieux différents. On va dire que oui, c'est intéressant d'avoir une hétérogénéité des services, etc. Par contre, ce n'est pas vraiment très justifié, donc c'est pas explicité. Ensuite, il parle d'une taille d'étude à 12. Alors, ce que disait Pascal, c'est qu'on attend une saturation des données normalement à 12, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une reproductibilité des résultats, mais sauf que eux, ils ne le disent pas. Ils disent pas qu'ils ont choisi 12, mais toutefois, ils attendaient une saturation des données parce qu'ils auraient pu dire que finalement, ils étaient partis sur un échantillon plus large et lors d'une saturation des données, ils arrêteraient le recrutement lors de la saturation des données. Ça, on ne le sait pas. Ensuite, on sait on sait la sélection des patients, ça on le sait. On peut penser que le choix, par exemple, qu'ils ont fait de recruter a été fait en collaboration avec les chefs d'unité pour obtenir un échantillon d'infirmières. On peut penser que ce choix de sélectionner a été fait pour finalement avoir une participation la plus adaptée possible des professionnels qui recherchaient. Et le fait que le chef d'unité s'en saisisse, c'était un atout pour atteindre leurs 12 recrutements. Donc ça aurait pu être argumenté un petit peu plus pour expliquer pourquoi ils avaient choisi cette manière de faire. Ensuite, on voit dans cette partie qu'ils ont fait signer un formulaire de consentement, qui est un comité d'éthique. Ça on vous l'a expliqué tout à l'heure. Ça, c'est incontournable, même quand on est que dans la recherche qui est sur les personnels, sur les professionnels. On va être amené à demander un désaccord éthique à nos comités éthiques et recherche pour s'assurer qu'on respecte les chercheurs, qu'on recherche les populations qui seront soumises à la recherche. Et ensuite, il y a une petite collecte des données. On sait quand est-ce qu'ils l'ont fait, comment ils ont fait. On a le guide d'entretien qui est en annexe. Voilà, donc après, on va dire globalement, c'est pas mal fait. Mais le point de vigilance, ce serait qu'ils devraient expliquer un peu pourquoi ce recrutement, pourquoi cette taille d'étude et au niveau de la saturation des données, qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, il y a un petit bémol, ce que je voulais souligner. Alors, il parle de 12 infirmières et il y en a si vous avez lu l'article, il y en a 10 qui ont 5 ans d'expérience, dont 10
qui ont au moins 5 ans d'expérience. Et ça fait appel à Benner, qui dit qu'on est expert quand on a au moins 5 ans d'expérience dans le domaine infirmier. Donc, c'est bien. Par contre, il y en a qui sont à temps complet, il y en a qui sont à temps partiel. Et ça peut être critiqué parce qu'elles ont forcément pas la même expérience par rapport au monitorage. Et ça peut être voilà, un élément qui biaise un peu les résultats. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où ce n'est pas argumenté, on se pose des questions. Peut-être que c'est un choix pour avoir une hétérogénéité de la population, mais à ce moment-là, il faut qu'ils expliquent ça dans la méthode. Voilà. Alors maintenant, au niveau de l'analyse des données, voilà, on sait que les entretiens ont été enregistrés, retranscrits sous forme de verbatim et réécoutés. Donc c'est un petit peu, là ça interroge parce qu'en général, le gold standard, c'est d'enregistrer totalement ces entretiens, donc retranscrits sous forme de verbatim. On peut imaginer, ça peut se faire, il y a des chercheurs en sciences humaines qui écoutent effectivement les entretiens et qui attrapent au passage des bouts de discours, juste des verbatims qui les intéressent pour insérer dans leur discussion, enfin dans l'analyse des résultats. Donc ça, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu biaisé. Effectivement. Sinon, on a ils nous disent bien qu'ils ont utilisé un logiciel, le logiciel NVivo, qui permet d'organiser l'analyse des résultats. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, ils nous disent qu'ils ont utilisé l'approche de la théorisation ancrée de Strauss et Corbin. Donc, effectivement, à partir des données qu'ils avaient, ils ont remonté des hypothèses ou ils ont remonté, comment dire, un cadre descriptif de ce monitorage. Donc, ça, c'est très bien décrit. Et puis, surtout, ils disent bien qu'ils ont fait ça à plusieurs. Et ça, c'est important. C'est pas qu'un seul chercheur qui a validé les thèmes, qui a travaillé voilà, sur les données. C'est vraiment quelque chose qui a été fait en collaboration. Et ça fait partie de la rigueur scientifique du qualitatif, qu'on ait une saturation des données, qu'on ait une triangulation. Donc, c'est bien là c'est vraiment objectivé. Et c'est des éléments très importants en méthode qualitative. Donc ensuite, on a la partie résultats. Donc là, normalement, donc on a, et c'est bien le cas, que les résultats. On n'a pas d'interprétation des résultats. Alors moi, je suis un peu embêtante sur le qualitatif, mais bon, je regarde toujours s'ils ont utilisé des verbatims de tous les entretiens, et on se rend compte qu'en fait, il y a les entretiens 10 et 12 qui n'ont pas été utilisés. Donc, on se dit, pourquoi ils les ont pas utilisés? Voilà, c'est ce que disait Valérie, ça amène peut-être qu'ils n'étaient pas exploitables, peut-être qu'il y a eu un problème d'enregistrement, vous voyez, peut-être que, mais je sais pas, mais en tout cas, il faut l'argumenter. Et puis le codage aussi, je trouve que la présentation du codage telle qu'elle est faite des verbatims, P04, P03, P0, en fait, on ne sait pas trop qui parle, quoi. Il faut vraiment qu'on ait des codes alphanumériques précis. On aurait pu avoir, c'est ce que j'ai mis là, IDE, unité A, voilà, IDE 2, unité B, mais qu'on sache bien d'où elle, voilà, qui parle vraiment, et que ce soit beaucoup plus précis dans le codage des verbatims. Sinon, voilà, les résultats sont globalement bien présentés. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, après les résultats, il y a la partie discussion qui, dans cette revue, finalement, je suis pas allée vérifier les recommandations aux auteurs, mais peut-être que c'est deux parties distinctes, alors que dans d'autres revues, comme c'est du qualitatif, les résultats ont été intégrés, la discussion a été intégrée aux résultats et justement nourrie par les verbatims. Donc la discussion, en fait, pour rappel, elle permet de donner du sens à l'étude. Elle met en lien la relation des résultats avec les connaissances, l'état des connaissances actuelles. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, par exemple, les résultats ont mis en évidence les connaissances de l'infirmière sont certes les connaissances de l'infirmière sont certes l'un des principaux facteurs identifiés. Et cela correspond au propos de Ruppel. Donc ils mettent en lien avec des auteurs qui disent, qui confirment la même chose.
Donc ça, c'est très important. Donc il est important aussi comme je disais précédemment, de discuter aussi les résultats inattendus. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas de discussion trop sur les résultats inattendus. Peut-être comme les deux professionnels où on n'a pas de verbatim. Donc on peut se demander pourquoi quelle était la problématique de ces deux entretiens. En tout cas, ce qu'on voit pour cette première partie, c'est une discussion qui est assez synthétique comme l'introduction. Finalement, ça fait à peu près je pense qu'en nombre de caractères, c'est à peu près pareil. On a bien les références bibliographiques qui sont bien référencées. Voilà. Ensuite, on a une partie force et limites qui suit. Donc, on voit que bon, les forces, il nous explique en fait il nous explique vraiment les forces de l'étude. Voilà, qu'on voit que la problématique clinique elle est voilà essentielle, que l'approche qualitative elle est bien adaptée. Ils ont mis vraiment en évidence les trois catégories qui sont importantes, hein, personnel, situationnel, environnemental, avec l'effet des connaissances et des savoirs expérientiels. Donc ça, c'est très, enfin voilà, on a les forces de l'étude par rapport à ça. Mais finalement, au niveau des limites, on a peu de limites en fait dans cette étude. Il y a un seul centre hospitalier. On voit qu'il y a des infirmières de milieux différents, mais c'est des services différents. Donc ça, finalement, ça c'est pas mal parce que ça renforce la validité externe, mais ils le disent pas tel quel. On voit pas une analyse approfondie des différences sur l'expérience, comme disait Pascal tout à l'heure, entre celle qui a 5 ans, moins de 5 ans, 10 ans. Est-ce qu'il y a un impact ils auraient pu faire une analyse croisée entre les différentes expériences professionnelles. Et finalement, la discussion, bon, elle est très courte, donc on n'arrive pas à des recommandations de pratique et de formation nécessaires. On voit qu'il y a un problème de formation, qu'il y a un enjeu de formation, mais qu'est-ce qu'ils recommandent après? Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils parlent on n'a pas non plus la partie de saturation des données. Ils auraient peut-être pu revenir sur la saturation des données. Et une des forces, c'est justement le fait qu'ils aient fait des triangulations des résultats. Donc le mot triangulation, finalement, il n'arrive pas vraiment comme ça. On le comprend, mais ils auraient pu parler de ça en force, il y a vraiment une triangulation des données. Mais par contre, on aurait aimé avoir plus d'explicitation sur la taille d'étude et justement la saturation des données. Donc la conclusion, c'est surtout, comme toute conclusion, c'est un petit peu faire la synthèse des résultats et puis peut-être amener à des recommandations. Donc on peut dire que par rapport à la conclusion, c'est une contribution pertinente sur un enjeu clé des soins intensifs, hein, parce que vraiment, cette histoire de monitorage est très important. Ça met en lumière des facteurs peu explorés, que les résultats restent limités par l'absence d'une analyse plus poussée des variables individuelles et que ça ouvre la voie à des recherches complémentaires et initiatives de formation. Voilà, donc c'est une première étude, on peut qualifier ça d'étude un peu pilote, de description, et ça amène effectivement à peut-être mener des études de plus grande envergure pour vraiment comprendre ce qui se passe et mettre en place donc peut-être de la formation, enfin voilà, des stratégies pour harmoniser ce réglage donc des paramètres d'alarme. On a toujours dans un article, et là on a ce qu'on appelle la déclaration de lien d'intérêt. Donc vous voyez, les auteurs déclarent que cette étude est financée. On nous demande souvent, quand on écrit des articles, est-ce qu'il y a un financement, par qui, etc. Est-ce qu'on a des liens d'intérêt, je ne sais pas, avec une industrie pharmaceutique? Est-ce que en fonction de la recherche? Enfin, il y a toujours ce paragraphe-là. Et puis, on arrive sur cette partie référence, où on en a discuté tout à l'heure, où il faut regarder un peu d'où viennent ces références. On dit à peu près 10 ans en arrière. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est souvent en fonction du sujet, parce que si vous traitez par exemple un sujet sur le diabète, vous avez tous les jours des articles sur le diabète qui sortent. Donc voilà, c'est vraiment adapté en fonction du sujet. Est-ce qu'ils sont accessibles facilement? Et souvent, c'est intéressant quand vous rédigez un protocole de recherche de regarder ces références dans les articles que vous repérerez pour rédiger votre justification scientifique, votre état des connaissances, pour voir un petit peu peut-être des références que vous n'avez pas vous-même trouvées et avec lesquelles vous pouvez aller un petit peu plus loin dans votre réflexion.
Voilà. Donc, on est arrivé au terme de notre présentation. On vous remercie infiniment pour votre attention. Et si vous avez quelques questions, on est prête à y répondre. Merci beaucoup. Merci. Oui, il y a pas mal de questions. Merci beaucoup pour le commentaire très précis de l'ensemble de l'article. Et juste pour préciser aux participants que Valérie Berger devra quitter le webinaire à -5. Donc voilà, mais Pascal Belloni pourra poursuivre jusqu'à 16 heures si nécessaire. Il y avait une question sur le codage, enfin pas le codage thématique, mais plutôt la façon de nommer. Il y a PO1, PO2, etc. Et dont on pense que ça aurait peut-être été plus parlant que ce soit marqué IDE pour qu'on sache à peu près qui parle. Et la personne pose la question, bah, est-ce que ça lèverait pas un petit peu, ça fragilise un peu l'anonymat si on dit ben, dans tel service c'était une infirmière ou une IAD ou je ne sais quoi. Voilà. Ouais, moi, enfin, Qu'en est-il de ça? je Je ne pense, sais pas. Pascal. En fait, c'est un choix qu'ont fait les auteurs parce que Mm. comme les services se sont identifiés, on sait où ça s'est fait. C'est une manière de ne pas retrouver les personnes, en fait. Ou on aurait pu donner ce qu'on peut faire aussi, c'est donner des faux prénoms. On donne Mm. des faux prénoms et On puis peut donner des voilà. faux prénoms, mais IDE, IDE 1, De 2, on peut une, pas deux, le trois, faire, mais en ça, fait, c'est hein. voilà, c'est un choix. 1, 2, Après, c'est 3, le on peut pas contexte citer, hein. culturel, hein. Juste, c'est un Mais contexte culturel. C'est au Canada que c'est fait, hein. Peut-être que des ouais, démarches réglementaires chez eux. Il faut situer ouais. aussi ça. Mais effectivement, voilà, ça fait un peu impersonnel, mais Mm, mm. peut-être c'est dans le contexte du Canada, cette recherche. Ouais, parce que il y a plusieurs secteurs effectivement, mais bon, si on code, c'est notre codage à nous, hein. Notre codage, il est pas, on le dévoile, enfin, voilà, dans l'article, c'est dévoilé haut, mais nous, les données, on les a, on dévoile pas les noms des gens, c'est sous le couvert de l'anonymat. Je pense qu'on aurait pu, parce qu'il y a différents, si mes souvenirs sont bons, il y a différents secteurs. Enfin, c'est dans un secteur Il y a de 4 secteurs différents. Ouais, il y a X secteurs différents, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire donner un code au secteur, hein. C'est Oui, pas oui, grave. mais Après, si on a en 12 infirmières d'un secteur, sous le couvert de l'anonymat 1, 2, 3, 4, personne ne sait comment c'est codé, donc personne ne peut savoir, voilà. Parce en fait, qu'en bon, fonction des secteurs, ce qui est intéressant, au-delà du codage, si on veut aller plus finement dans l'exploitation des résultats, c'est que effectivement, en fonction des secteurs, on peut analyser plus finement et voir s'il y a des problèmes plus dans un secteur que dans l'autre. Voilà. en fait, ils ont Donc, décidé pour cet article de pas faire d'analyse croisée, mais ils auraient voilà. pu faire des analyses croisées. Mais ça, Exactement. peut-être qu'ils l'ont publié après, peut-être qu'ils ont dit un Peut-être. second article Mhm. sur voilà. Mais après, c'est un choix. Encore une fois, c'est un choix de l'auteur et peut-être que chez eux, la réglementation C'est possible. éthique fait qu'ils peuvent pas faire autrement, en fait. Voilà. Alors, on avait une autre question aussi sur est-ce que dans les articles sur des études qualitatives, les lecteurs peuvent demander à consulter les grilles d'entretien? Les lecteurs, Non. Ben là, non. ça reste de la propriété Ça, intellectuelle du voilà, chercheur. ça reste la propriété du chercheur. Par contre, pour faire référence, alors que ce soit en quali ou en quanti, il est possible que, par contre, l'éditeur ou le comité éditorial demande à voir les grilles, comme ils peuvent demander à voir les données, comme pour refaire par exemple, en quantitatif, moi j'ai déjà vu ça, ils demandent, par exemple, d'avoir les données pour refaire dans des revues à très haut impact factor comme le Lancet ou autre. Ils vous demandent les bases de données pour refaire les stats et pour voir s'ils trouvent comme vous, quoi. Ouais, Mais ils refont le je pense que protocole. l'éditeur pourrait demander effectivement les grilles de lecture pour voir. Euh, oui, le lecteur, non. Mais même Mais le lecteur, normalement, non. Le lecteur, non, mais par contre, ces données, le chercheur doit les garder précisément oui. comme pour la recherche quantitative, parce qu'on Mhm, peut avoir on peut avoir un contrôle, hein, on peut avoir oui. un audit, et il faut pouvoir donner à l'audit qu'on aurait toutes les bases de données par rapport à ça.
Et là, j'ai pas vu, mais je pense qu'on a les thèmes sur lesquels de toute façon, dans l'article, on doit au minima retrouver au moins les thèmes Il y a la grille sur d'entretien. lesquels les grilles de lecture sont calées. On peut retrouver quelques questions aussi. Ça dépend des articles, mais c'est vrai qu'il faut tout garder parce qu'on peut avoir une vérification même en qualitatif, c'est sûr. Je reprends Bon, en tout cas, il y peut-être a... Ah, pardon, excuse-moi, Jean. Non, non, vas-y, Sophie. Oui, c'était au tout début, il y avait une question un petit peu méthodo et que vous avez reprise ensuite lorsque vous avez présenté l'histoire de la saturation des données. Une personne demandait sur quelle base scientifique reposait l'idée que, par exemple, qu'on pouvait atteindre la saturation des données à partir de 12 entretiens. Alors, c'est peut-être un peu technique et Ouais. on entre dans des Non, non, non. considérations, Non, voilà. il y a des auteurs dans la littérature qui ont travaillé là-dessus. Donc, nous, quand on dit 12, on s'appuie sur des auteurs, enfin, des études qui ont été menées. Après, 12, c'est vraiment pour se donner une idée, quoi, hein. Parce que quand on fait, enfin, je pense que certains ont fait déjà des entretiens pour en avoir fait aussi. On peut avoir une population, peut-être 4, 5 populations un peu différentes et on n'obtiendra pas la saturation des données au même moment, hein. On l'obtiendra peut-être à 7, 8 pour une population sur le même thème, hein, je parle, hein. Et puis l'autre, on l'atteindra peut-être à 14, 15 et puis l'autre, on l'atteindra. C'est une moyenne qui est reconnue scientifiquement par des études qui ont été menées par des auteurs. Voilà, qu'on cite régulièrement pour donner du poids donc à ce choix de 12. C'est pour ça que par rapport à cette étude, comme c'est leur population, elle est un peu Ouais, hétérogène, notamment dans ouais. l'ancienneté, Mm, en fait, la justification des 12 aurait mérité mm, de la confirmer, en fait. ouais. Voilà. Et surtout, ils ne parlent jamais de saturation des données. Donc ça, c'est des freins de cette étude, je trouve, personnellement. Ouais, ils disent, ouais, c'est vrai, surtout avec cette différence, on ne sait pas l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas de tableau vraiment descriptif de la population. On aurait dû avoir ces doutes. Bon, elles sont infirmières, d'accord, ou infirmiers. Depuis combien de temps dans les secteurs, etc. Parce que cette notion aussi d'expérience est centrale, hein, à mon avis, hein, sur cette histoire de monitorage des paramètres, euh, forcément, hein, mais c'est pas pour dire parce qu'on a 20 ans d'expérience qu'on va mieux régler les paramètres, hein. Ça peut être forcément, ça peut être peut-être même, et j'en suis peut-être sûre, l'inverse. C'est-à-dire on est plus vigilant au début de sa carrière qu'au bout de 15, 20 ans. Voilà. Donc ça aurait mérité d'être un peu plus affiné là-dessus. Donc du coup, ils auraient pu avoir calé un peu par rapport à Benner qui dit qu'au bout de 5 ans, on est expert voilà, dans un domaine. Peut-être qu'ils auraient pu voilà, avoir 12 infirmières qui ont moins de 5 ans, 12 qui ont plus de 10 ans. Vous voyez, d'avoir quelque chose un peu plus précis au niveau de la population, plus large pour pouvoir croiser les données. Je vais peut-être profiter de cette pause pour vous saluer. Je suis désolée, je dois partir. Très bien. Merci. Merci beaucoup en tout Allez, cas. Il Très, y a très grand beaucoup, beaucoup merci, de remerciements Valérie. et de choses très positives de dites sur le webinaire. Tout le monde est très content et d'avoir mis en valeur la recherche qualitative, c'était aussi un point très positif. Donc merci à toutes les deux. Merci. Et À bonne bientôt. journée, Valérie.